Benjamin Cernès, bonjour. Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Benjamin, vous êtes l'auteur d'un ouvrage dédié à la levée de fonds paru aux éditions Duno. Vous avez créé en 2007 Invelia, banque d'affaires spécialisée dans l'accompagnement pour les PME dans le cadre d'opérations financières et vous êtes spécialisé notamment dans le secteur de l'IT et des nouvelles technologies. Frédéric Lagnier, bonjour. Bonjour. Vous êtes associé d'Invelia, mais vous êtes également un serial entrepreneur puisque vous avez à votre actif la création de plusieurs entreprises dans différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, vous êtes un jeune vétéran de l'univers de la SS2I. Vous avez notamment accompagné une 50aine d'opérations pour le compte d'éditeurs de logiciels en Europe et dans le monde. Si je vous ai demandé aujourd'hui d'être parmi nous, c'est pour nous parler du cloud computing parce que c'est le concept dont tout le monde de l'IT se gargarise actuellement. On le met à toutes les sauces comme si c'était une réelle révolution. Aujourd'hui, s'agit-il d'un phénomène de rupture ou est-ce encore un phénomène à la mode, un concept qui n'est pas né, qui est déjà mort? Où va-t-on réellement avec ce que tout le monde appelle le cloud computing? Non, c'est vrai que partout, dans toutes les conférences où on peut aller, les DSI en particulier en ont presque assez d'entendre des questions sur le sujet et effectivement, parfois un petit peu marre. Ceci étant dit, la réponse est quand même oui. C'est un phénomène de rupture, tout simplement parce que c'est la réponse à l'avènement du web comme support universel de toutes les formes de communication. Des télécommunications avec la téléphonie sur IP par exemple, des communications data, des échanges de fichiers internationaux, de la vidéo également. Enfin, il n'y a pas d'exemple de communication qui aujourd'hui ne serait pas supporté par le web, que ce soit des flux de gestion, que ce soit des flux de télévision ou de n'importe quoi. Donc à partir du moment où cette technologie est là si présente, avec des tuyaux suffisamment importants, eh bien il devient assez naturel au bout d'un moment pour des chefs d'entreprise ou pour des directions informatiques de chercher à réduire leurs investissements informatiques tout simplement en cherchant des réponses mutualisées à leurs besoins. Vous parlez de technologie de rupture, mais il y a quelques années ça s'appelait autrement, on appelait ça ASP, les entreprises étaient déjà web. Et la question est tout à fait légitime. De dire que l'ASP et le cloud computing peuvent se ressembler, certes, il y a néanmoins deux différences majeures. D'une part, l'évolution technologique qui permet de résoudre les questions d'infrastructure et de largeur de bande. Et d'autre part, et c'est plus fondamental, le fait que l'informatique est passée d'un outil à un élément transformateur de business. Et dans ce contexte-là, le fait d'avoir à distance un certain nombre d'éléments qui peuvent être agencés et qui peuvent apporter de l'agilité au business permet à des entreprises, qu'elles soient éditrices de logiciels ou autres, de structurer des nouveaux modèles rentables de croissance et de transformer complètement les performances de l'entreprise, qu'il s'agisse de croissance, de rentabilité, de return on capital. Donc ça dépasse la logique de mutualisation des ressources pour devenir un élément différenciant, facteur de la compétitivité de l'entreprise. Oui, votre question est un peu provocante sur le cloud est-il simplement le nouveau nom de l'ASP. Ça va bien au-delà puisque en fait à l'époque de l'ASP on parlait d'une application, une application était portée par un serveur et si on parlait de deux applications il fallait deux serveurs, etc., etc. Là on va bien au-delà puisque la mutualisation atteint les offreurs d'applications qui à leur tour vont mutualiser chaque couche. Donc c'est-à-dire qu'on va mutualiser les serveurs, mutualiser la bande, mutualiser le marketing, c'est-à-dire que dans un cloud, un client pourra trouver une pluralité de réponses, soit au niveau des couches d'infrastructure, soit au niveau des applications. Le résultat à la fin se traduit par une productivité bien plus importante de l'ensemble de la chaîne technologique. Votre réponse, Frédéric, commence à passer un petit peu de la couche théorique à la couche pratique. On commence à entrer dans le concret, mais ensuite, si on devait passer, Benjamin, par l'exemple, qu'est-ce qui changerait réellement pour les acteurs du marché? Oui, donc qu'est-ce qui va changer concrètement? Je laisserai Frédéric le soin justement de répondre à cette question d'un point de vue véritablement opérationnel. De mon approche, si vous voulez, en termes de broad picture, si on prend les populations des SS2I et des éditeurs de logiciels, le cloud va avoir
des retombées très significatives. Alors, les SS2I pour commencer, le cloud va être un élément justement d'industrialisation de leur offre et va leur permettre de sortir de leurs impasses actuelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un certain nombre des SS2I enregistrent un retour sur capital employé extrêmement faible pour 2 raisons majeures. D'abord parce qu'elles pilotent par les intercontrats, et en pilotant par les intercontrats, elles ne construisent pas suffisamment une offre différenciée et donc ont un pricing power extrêmement faible. Et la deuxième réponse, c'est parce qu'elles ont une pénurie en fait. Aujourd'hui dans le monde de l'IT, il y a une pénurie qui fait qu'elles répondent à la problématique des ressources par des acquisitions. Donc il en résulte un très faible retour sur capital. Le cloud permettant justement d'industrialiser des offres, d'industrialiser de l'infrastructure, etc. Et donc de sortir de cette problématique humaine, purement humaine, pour passer à une logique plus de revenus par poste. Donc les SS2I dans l'avenir pourront plus facturer un revenu par poste plutôt qu'un jour homme. Voilà. Donc ça c'est un peu les implications pour les sociétés de services informatiques. Du point de vue des éditeurs de logiciels, on a vu avec l'exemple de Salesforce ce que le cloud avait de révolutionnaire et de structurant de leur modèle économique, puisque aujourd'hui Salesforce a un réseau social intégré et a enregistré des croissances extrêmement significatives et a vraiment donné le pion à son concurrent historique en construisant une offre extrêmement différenciée, extrêmement construite et qui... pour laquelle un certain nombre d'éditeurs français peinent justement aujourd'hui à développer une offre de ce type-là. Parce que c'est très compliqué d'arriver à occuper la place sur un sujet et à disposer de tous les outils qui lui permettent vraiment de donner la pleine dimension du web à ces business d'éditeurs de logiciels. Bien, ce qui va changer pour les clients du cloud, c'est d'abord la rapidité d'exécution. Une entreprise va pouvoir choisir une enveloppe d'outils, la généraliser à l'ensemble des collaborateurs d'une direction ou de toute l'entreprise plus vite qu'elle ne l'a jamais fait avant. Parce qu'elle n'a pas à investir dans, des matériels, des serveurs, des télécoms. Aujourd'hui, elle tourne des petits commutateurs virtuels et elle dit je veux distribuer telle application à tel utilisateur et ça marche en un tour de main, ça marche et on va pouvoir délivrer de nouvelles capacités logicielles à des utilisateurs partout dans l'entreprise. Ça c'est le premier point. Ça permet aussi en fait de faire des expériences beaucoup plus rapides. On est toujours dans un facteur de rapidité, mais on va pouvoir mettre pourquoi pas des utilisateurs, on va transformer des utilisateurs en testeurs d'une application, d'autres en testeurs d'une autre application, de manière à faciliter le bench et choisir à coup sûr la meilleure opportunité et pouvoir clôturer ainsi telle expérience et conclure que telle application est la meilleure. Le résultat également de cette rapidité, eh bien, c'est que bien souvent, et il y a beaucoup d'histoires qui le racontent, les DSI sont un petit peu dépassés par leurs utilisateurs qui vont sur les catalogues chercher les meilleures applications, commencent à les utiliser sans le dire à personne et préviennent un jour leur DSI que non, tel chantier qui a été démarré il y a tant de temps n'est plus utile, qu'on a trouvé une autre solution et que merci, c'était très gentil d'avoir travaillé dessus, mais maintenant on a trouvé la solution. Donc aujourd'hui, l'offre et la demande sont-elles arrivées à maturité ? Eh bien, l'offre des éditeurs américains est quasiment à maturité. Celle des éditeurs européens un petit peu moins encore, mais malgré tout, ils y parviendront plus vite que l'offre des SS2I qui elle n'est pas encore à la hauteur, alors qu'au fond, les enjeux du cloud les concernent tout autant qu'ils concernent les éditeurs. Je pense en particulier aux offres que je vois aujourd'hui dans les SS2I qui se contentent de parler de cloud privé, ce qui pour eux ne veut dire que des travaux de services informatiques qu'ils pourraient avoir à accomplir pour des clients. Donc finalement, ce qui ne change absolument pas leur business model. Il faudra aller un petit peu plus loin que ça. Du côté de la demande maintenant, elle est un petit peu désordonnée. On l'a vu tout à l'heure, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais finalement, la demande a su casser ses dogmes anciens qui consistaient à posséder in-house
les gisements de données, les serveurs. On accorde une énorme importance au fait d'être le propriétaire en dernier ressort des données. Alors, il est important de l'être, mais ça voulait dire également que les entreprises voulaient les héberger elles-mêmes. Cette dimension-là est aujourd'hui en voie d'évolution rapide. Les offreurs réussissent à rassurer les clients sur ces questions-là et de plus en plus le contrat, les volets juridiques ne sont plus un obstacle. Et selon vous, quelles seront les grandes étapes de mise en place du cloud computing de manière généralisée dans les entreprises? Donc Lucie, je pense qu'on va assister à trois grandes étapes du cloud. La première, c'est donc, comme on l'a dit, l'optimisation des capacités, notamment en termes d'infrastructure. Donc c'est un gain de coût pour les clients. La deuxième étape, c'est la promesse commerciale d'avoir sur une seule plateforme best of breed, c'est-à-dire les meilleures solutions logicielles, un peu comme dans un iPhone, et donc qui permet à un client sur une seule plateforme d'achat, une seule plateforme de testing, etc., de pouvoir acheter un mix applicatif qui réponde à ses besoins en temps réel et avec des processus d'acquisition de la connaissance et de la technologie extrêmement diminués. Et enfin, la troisième étape, c'est le cloud hybride, c'est-à-dire que dans cette étape-là, on aura un mix entre les solutions applicatives propriétaires et l'open source, donc ce qui est gratuit. Et donc là, ça va donner encore une plus grande agilité aux clients et leur permettre, par exemple, de monter un réseau social open source, donc pour pas grand-chose, de tester des évolutions de leur modèle économique et des gains assez foudroyants en termes de croissance et de productivité.